Si j'ai bien compris, nous avons 10 minutes, jusqu'à 10 heures. En effet, nous avons étudié dans notre centre l'effet des recommandations et je suis content que les organisateurs ont accepté que je présente ces résultats. Voici mes conflits d'intérêts. J'ai reçu de l'argent, mon institution a reçu de l'argent pour des fonds de recherche, des dédommagements de conseils et des financements de voyage. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'importance du dépistage VIH, qui est une étape clé dans la prévention et le traitement. Nous avons eu de nombreuses présentations durant cette conférence sur l'importance du dépistage. Et vous savez aussi que les stratégies nationales de dépistage VIH diffèrent d'un pays à l'autre. Et en Suisse, je vais vous présenter ce qu'il se fait depuis plusieurs années et sous l'égide de l'Office fédéral de la santé publique, qui a publié des recommandations pour les médecins en 2007, en 2010 et en 2013. Et nous allons nous focaliser sur les recommandations de 2013, sachant que les recommandations de 2007 et 2010 n'ont pas eu d'impact sur les taux de dépistage et le respect de ces recommandations par les médecins. Quelques mots d'introduction sur le VIH en Suisse. La prévalence du VIH est faible, 0,2 à 0,4%. Les nouveaux cas sont essentiellement des hommes ayant rapport sexuel avec des hommes, avec 50% des nouveaux cas étant chez HSH. Le diagnostic tardif demeure un vrai problème en Suisse, puisque 49,8% des patients diagnostiqués ont moins de 350 CD4. Et les recommandations de 2013 différaient de celles de 2010 seulement sur le dernier point, ici en bas, à savoir encourager un dépistage VIH avant l'instauration de toute immunosuppression. Les recommandations de 2007 et 2010 disaient déjà qu'il était important pour les médecins face à des patients qui présentaient des signes et symptômes compatibles avec une primo-infection VIH d'effectuer un dépistage VIH, que toute maladie opportuniste méritait un dépistage VIH et que toute affection dont la prévalence est plus fréquente chez les VIH devait également bénéficier d'un dépistage. Pour ces affections, il y avait des tableaux en 2007 et 2010 qui listaient typiquement la dermatite séborrhéique, les thrombopénies, les diarrhées chroniques, comme étant des indications à proposer un dépistage VIH. L'appartenance à un groupe à risque est également une indication à proposer un dépistage. La question de recherche est simple. Fin 2013, les nouvelles recommandations sont sorties et la question que nous sommes posée, est-ce que ça a eu un impact sur la pratique des dépistages dans notre institution? Pour répondre à cette question, nous avons effectué une étude rétrospective monocentrique dans notre hôpital qui a couvert les 2 années qui précédaient les recommandations, du 1er janvier 2012 à fin 2013, ainsi que les 2 années qui suivaient, donc 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, 2 ans après les recommandations. Et la simple chose qu'on a analysée, c'est le taux de dépistage VIH de tous les patients admis dans 10 services cliniques de notre institution. Le choix des 10 services cliniques était basé sur le fait qu'on avait publié, suite aux recommandations 2010 dans PLOS ONE, l'analyse de 10 services qui avait montré aucun impact des dépistages. Donc on a repris ces 10 services et le choix des 10 services étaient des services qui étaient confrontés le plus souvent à des patients qui méritaient un dépistage, donc le service des urgences, la médecine interne et l'ORL notamment. Vous allez les voir après. La méthode est simple. On a utilisé 2 bases de données dans notre hôpital. La base de données du laboratoire diagnostic d'immunologie, qui contient l'identité de toutes les personnes dépistées et qui sait également quels sont les services demandeurs qui ont demandé un dépistage VIH. Une deuxième base de données administrative de l'hôpital qui connaît l'identité de tous les patients admis dans les différents services avec un numéro d'admission et une identité. Et puis le taux de dépistage a été très simple à calculer. On a pris le nombre de patients dépistés pour le VIH dans le service, divisé par le nombre de patients admis dans le service pendant une année, et ceci pour chaque année 2012, 2013, 2014, 2015. L'année statistique était simple, on a fait des carrés pour comparer les proportions, quelque chose de tout à fait facile. Les résultats sont les suivants. 163 288 patients ont été admis dans les 10 services durant 4 ans. 10 045 patients ont été dépistés sur ces 4 années, soit 6,2% des patients admis dans l'hôpital dans ces 10 services. Si on compare les 2 périodes, c'est 5,6% qui étaient dépistés en 2012-2013 versus 7,8% dépistés en 2014-2015. Vous constatez que c'est statistiquement significatif. Je vous laisse apprécier est-ce que vraiment on est admirablement content de ces résultats parce que statistiquement significatifs. Vous avez ici les courbes du nombre de tests effectués.
Et puis si on va regarder un peu plus en détail dans les 10 services en question, eh bien c'est seulement les services, quelques services qui vont en fait tirer vers le haut le résultat statistiquement significatif. Vous avez ici la neurologie, la médecine interne, la psychiatrie, les soins intensifs, la chirurgie, la dermatologie, les urgences, l'ORL, la cardiologie, l'oncologie. Et ici, le total que je vous ai montré avant avec le nombre absolu des tests. Ici, vous avez le taux de dépistage, donc le pourcentage dont je vous ai parlé avant. Et vous constatez que les quelques services où c'est statistiquement significatif sont marqués par une étoile, en foncé 2012 et en plus clair 2015. Et le trend est vraiment drivé surtout par l'oncologie. L'ORL, qui dépiste très peu, a quand même montré une amélioration. Et puis maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les services qui ont bénéficié de ce que j'appelle des cours privés, en plus des recommandations nationales qui étaient publiées dans le bulletin officiel, dans les services concernés. Donc les cours privés, c'est des encouragements à divulguer ces recommandations dans les services, où plus souvent moi-même ou une chef de clinique de mon unité a effectué des formations auprès des médecins pour les sensibiliser à ces nouvelles recommandations. Et voici les services qui ont eu des sensibilisations. Et ces sensibilisations, ce n'était pas qu'une fois, c'était 2 fois par année lors des changements des médecins assistants, des internes. Et vous constatez que l'oncologie a bien intégré ces recommandations grâce à ces cours que l'on a donnés. Le dépistage VIH était plus fréquent si les personnes avaient moins de 50 ans, si la nationalité était autre que suisse. Pour les moins de 50 ans, j'ai pris le service de neurologie pour vous illustrer. En foncé, ceux qui ont été testés, en clair, les non testés, entre 2012 et 2015. Et vous voyez que quand les patients avaient moins de 50 ans, le taux de dépistage était bien plus élevé que s'ils avaient plus que 50 ans. Données que l'on retrouve dans beaucoup d'études sur le dépistage effectué aux urgences ou dans d'autres services. La nationalité autre que suisse était aussi un driver de dépistage, puisque les non-suisses étaient beaucoup plus dépistés dans 6 services sur 10. Et si vous êtes un homme, vous avez également une probabilité d'être dépisté plus fréquemment que si vous êtes une femme, dans 4 services sur 10. Pour ceux qui s'intéressent aux résultats de taux de dépistage positif, eh bien, il y a eu 34 tests réactifs, donc 0,3% des tests effectués, avec un âge médian de 42 ans, 82% étaient des hommes. Le taux médian de CD4 était de 188, et les Suisses étaient représentés par 41% des taux de dépistage. Vous avez peut-être été, comme moi, le mercredi après-midi, avant la plénière, à une présentation effectuée à Paris par un service, par une infirmière PhD qui a fait une étude pour un dépistage ciblé dans les urgences dans les hôpitaux parisiens, qui montrait en fait que lorsqu'on fait un dépistage ciblé, le taux de dépistage, le taux de réactivité était plus élevé lorsque effectué par une infirmière versus standard of care par les médecins selon les recommandations de la haute instance française. Je mets en garde le fait qu'évidemment que le nombre de tests sera plus souvent réactif si on va cibler des personnes à haut risque. En l'occurrence, c'était des patients d'origine subsaharienne, les hommes en rapport sexuel avec des hommes, ou si l'anamnèse montrait plus que 5 partenaires dans les derniers 12 mois. Mais la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que l'on veut atteindre plus de patients, dépister plus de gens et accepter que le taux de dépistage soit moins souvent réactif, mais pour obtenir plus de tests, atteindre plus le premier 90% de la cible de l'ONU-SIDA. Mes conclusions qui font office de discussion également. On constate une faible augmentation globale du taux de dépistage dans les 2 ans qui ont suivi les nouvelles recommandations, même si c'est plus encourageant que celle de 2010. Que l'augmentation est marquée uniquement dans les services avec une intervention additionnelle, donc de rédiger des recommandations nationales, si elles ne sont pas lues, elles ne seront certainement pas appliquées. Il n'y a pas d'impact des nouvelles recommandations si elles ne sont pas diffusées, et ça nécessite un effort particulier lorsqu'il y a une stratégie de dépistage ciblée, comme c'est le cas encore en Suisse. Et globalement, le taux de dépistage sur l'initiative des médecins est dramatiquement trop bas, et je suis poli en m'exprimant ainsi. Il est nécessaire de changer la stratégie de dépistage si on veut diagnostiquer 90% des personnes infectées par le VIH en Suisse, dans un pays sachant qu'il est riche et que l'on a la possibilité de faire beaucoup plus de tests. Je ne comprends pas pourquoi on continue à rester avec un dépistage ciblé qui s'est avéré moins efficace pour dépister tous les cas par rapport à d'autres stratégies appliquées d'ailleurs aux États-Unis et en France. J'ai respecté mon timing, je vois que la barre rouge n'a pas passé la fin.
Je remercie les étudiants en médecine qui ont effectué beaucoup d'études sur le dépistage, ma collègue Cathy Darling en maladies infectieuses et les collègues qui ont accepté qu'on ait recherché les informations dans leurs différents services, notamment en cardiologie où ils n'étaient pas très brillants. Et c'était sympa de leur part d'accepter d'être comme ça mis en éclairage sur le fait qu'ils ne respectaient pas ou ne modifiaient pas leurs pratiques. Je réponds volontiers à vos questions. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous montre le graphique qui était de 2010. Vous voyez qu'il y avait un parfait plateau avant ou après les recommandations, alors que cette étude a enfin montré un trend vers le haut, mais ça reste, à mon avis, clairement insuffisant. Merci pour votre attention. Merci Mathias pour le respect du temps. Avec l'absence d'un des orateurs, nous allons respecter le temps de la session. Nous avons le temps pour prendre une ou deux questions, s'il vous plaît. Moi, j'avais une question. C'est vrai que vous parlez des recommandations, mais finalement, quelles sont les recommandations de Suisse? Parce que je vois que le dénominateur, c'est tous les patients admis dans les services. Ça veut dire que dans vos recommandations, il faut dépister toute personne qui vient à l'hôpital? Dans les recommandations sont basées sur les signes et symptômes, donc primo-infection, certaines, et donc ce n'est pas limité aux urgences. C'est tout médecin, qu'il soit généraliste ou dans un hôpital, qui est confronté à un patient qui se présente avec des signes et symptômes évocateurs, soit de sida, soit des affections plus fréquentes, soit une primo-infection, donc un état grippal, devrait se voir proposer un test. Et ces recommandations, elles ont des tableaux multiples, minimum 4 tableaux, qui listent un nombre impressionnant de situations cliniques où le médecin devrait proposer un dépistage. Après, il différencie si c'est urgent, expressément, très fortement recommandé. Il doit informer le patient qu'un test va lui être proposé pour exclure l'infection VIH dans cette situation clinique. Mais ce n'est pas limité qu'aux médecins généralistes. C'est pour les urgences, les médecins généralistes, et aussi les oncologues, puisque lorsqu'il va commencer un traitement immunosuppresseur, il est aussi censé exclure un autre type d'immunosuppression. Donc c'est un dépistage qui est basé sur les signes et symptômes, les populations à risque, et c'est très ciblé sur l'anamnèse, en fait. Et l'anamnèse et le status clinique. La difficulté, c'est que ces tableaux sont complexes et que les médecins ne connaissent pas le listing complet de ces tableaux. Parce que nous, par exemple, au niveau du Sénégal, maintenant, on a changé. On préconise beaucoup plus un dépistage qui est ciblé. Par exemple, les indicateurs auparavant, c'était le pourcentage de personnes qui ont été dépistées au cours d'une campagne. Par exemple, dépister 1000 personnes, mais finalement, il n'y a qu'une seule personne où le test revient positif. Maintenant, ce qu'on privilégie, c'est le pourcentage de personnes dépistées positifs au cours d'une séance de dépistage, plutôt que le nombre de personnes dépistées. Alors, c'est le grand débat, et c'était le propos de mercredi après-midi, c'est de dire ça coûte trop cher de faire trop de tests et d'avoir beaucoup de tests négatifs. La question que je pose, c'est lorsqu'on regarde les études coût-efficacité publiées dans le New England par les Américains, lorsque la prévalence dans un pays est supérieure à 0,1%, ils ont montré qu'un dépistage large, basé sur l'âge en l'occurrence, c'était 14-64 ans pour les Américains, 15-75 pour les Français, 70, ils ont montré que c'était coût-efficace. Donc je mets en garde sur le fait que les gens qui ont opté pour l'opt-out reviennent sur un dépistage ciblé. À mon avis, il va y avoir encore plus de diagnostics ratés. Et lorsque l'on regarde comment est-ce qu'on pêche un poisson dans une mer, est-ce que ceux qui veulent attraper beaucoup de poissons utilisent la pêche à la ligne ou est-ce qu'ils utilisent un filet large? La réponse me semble assez évidente. Moi, personnellement, je pense que quand on regarde le dépistage, il ne faut pas seulement voir en termes de diagnostic du VIH. Dans une séance de dépistage, on en profite pour sensibiliser. Si on regarde les 95% les autres personnes qui vont être négatives, ça apporte un bénéfice parce que quand quelqu'un a fait son test et qu'il sait qu'il est négatif, il prend plus de dispositions pour rester négatif. Donc moi je pense que cibler pour atteindre le premier 90 c'est bien, mais il faut aussi penser au fait que quand on dépiste, on sensibilise, on en profite pour sensibiliser la population. Je partage votre avis, mais on verra ce que l'avenir dira. Oui, j'avais une question sur si on regardait les facteurs d'éligibilité, donc
combien de pourcentage des patients auraient dû avoir un test pour un peu avoir le standard? C'est une autre étude faite par les étudiants aux urgences qui a été publiée dans PLOS ONE qui montre que c'est 70% des patients éligibles pour un dépistage ne sont pas dépistés aux urgences. C'est-à-dire qu'on avait regardé les dossiers médicaux, les étudiants en médecine allaient interviewer les patients et ils allaient demander en fait est-ce que après avoir vu l'histoire médicale, est-ce que le médecin qui vous a vu aux urgences vous a proposé un dépistage, oui ou non? Et après on allait discuter avec le médecin en charge pour savoir est-ce que lui aussi, donc on faisait un miroir pour vérifier si le médecin avait proposé pour être sûr que c'était bien la vérité. Et on a montré que c'est absolument pas respecté. Et en fait les raisons, et après on a regardé les raisons pourquoi le médecin ne propose pas le dépistage, alors même qu'il connaissait les recommandations puisqu'on lui les avait présentées avant qu'il commence à travailler aux urgences, la réponse était souvent la même, c'est soit j'ai pas le temps, soit j'estime que en fait, il n'était pas si à risque que ça, donc ça ne servait à rien de lui proposer le dépistage. Donc c'est une appréciation, c'est un délit de faciès du médecin aux urgences qui se dit, cette personne, oui, elle vaut la peine que je lui propose, et une autre, non. Et absolument pas basé sur quelque chose de logique, puisque les symptômes cliniques qui devaient motiver un dépistage n'ont pas été le driver pour le dépistage. Et l'absence de temps était souvent la raison aussi évoquée. Et donc, ma deuxième question, c'était dans quelle mesure les patients qui sont dans le centre hospitalier étaient au courant aussi ou avaient la possibilité éventuellement d'être informés et de demander un test. Eux-mêmes, oui. Alors ça, c'est la dernière étude qu'on a publiée dans PLOS ONE et je peux vous montrer le graphique ici. Celle-ci, elle est sortie en 2018 et on s'est dit, OK, on a essayé de faire avec les étudiants en médecine pour augmenter le taux de dépistage, ça n'a pas marché. Avec les médecins, en les éduquant, ça ne marche pas. La dernière étape a été de dire, lorsque les patients arrivent en salle d'attente, on va donner des tablettes, des iPads aux étudiants en médecine qui donnaient la tablette aux patients. Et je vous explique le design rapidement de cette étude. Il y avait deux stratégies qu'on a évoquées, justement, on n'a plus le temps, mais pour répondre, regardez, simplement à gauche, c'était testé selon les facteurs de risque de l'OFSP. Et ils avaient un questionnaire qu'ils remplissaient eux-mêmes pour voir s'ils rentraient dans un critère pour se faire dépister. Et ici, on leur a dit, certains pays font de l'opt-out. Est-ce que vous êtes d'accord d'être dépisté? Et 48% des patients aux urgences demandaient le test, simplement en disant, il y a des pays qui font de l'opt-out, moi je suis ici, j'attends pour autre chose, j'accepte le dépistage. Lorsqu'on faisait le facteur de risque, selon les critères, les tabelles de l'Office fédéral de la santé publique, on n'avait que 10% qui disaient, je remplis les critères pour mériter un dépistage. Et après, il y avait une crossover, et pour regarder combien on rattrapait dans chaque groupe. Donc, en fait, les patients sont d'accord de se faire dépister de manière